son image est une manière de se sublimer et de s'affirmer. Plus qu'un assemblage de matières, de coupes ou de couleurs, le vêtement est une manière de s'exprimer et d'envoyer un message à la société. Encore faut-il envoyer le bon message, celui qui correspond à la personne que nous sommes au fond de nous. Avec ce e-book, vous pourrez commencer ce voyage pour enfin devenir cette personne que vous aspirez être. Laissez-vous guider avec bienveillance et boostez profondément votre confiance en vous. Bonne lecture! Bonjour à tous, bonjour à toutes, il est 15h30, donc l'heure de votre émission Focus Sur, comme tous les dimanches. Je suis heureuse de vous recevoir encore à nouveau aujourd'hui avec Joël. Donc, Joël et moi, je suis Perle. On va pouvoir présenter l'émission aujourd'hui avec une invitée à chaque fois exceptionnelle et une thématique qui, j'espère, va à chaque fois, comme on le fait tous les dimanches, vous inspirer et vous aider au quotidien. Et cette fois-ci, c'est une thématique très très sérieuse, hein, vous le verrez, mais à chaque fois, on aborde avec un angle toujours bienveillant et avec beaucoup d'astuces qui pourront vous aider finalement dans votre quotidien. Alors, je vais donner le thème, accrochez-vous, hein, c'est très sérieux, je l'ai dit, c'est la place de l'immobilier dans la communauté africaine entre constitution de patrimoine et transmission. Rien que ça, mesdames et messieurs. Donc, accrochez-vous, prenez un bloc-notes, prenez de quoi écrire et n'hésitez pas à réagir même après l'émission pour pouvoir avoir d'autres éléments de réponse de notre invité. Je vais laisser ma belle Joël, qui est magnifique comme à chaque fois, présenter notre invité exceptionnel et pouvoir commencer l'émission tranquillement et avec motivation. Bonjour, merci Perle. Bonjour à tous. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de vous retrouver et bien sûr on reçoit pour cette thématique très pointue, large et qui va nous inspirer et nous motiver surtout, j'espère. On reçoit Dabla Nolay qui est, pour ceux qui nous suivent sur LinkedIn, vous devez aussi la connaître. Moi j'appelle la fée de l'immobilier, tout est fait chez moi. J'appelle la fée de l'immobilier parce que c'est une passionnée d'immobilier, mais pas seulement passionnée. Elle aide et elle encourage aussi les autres à investir dans l'immobilier, notamment la diaspora, mais tous ceux qui le souhaitent. Et donc, c'est sa passion et elle accompagne les gens vraiment dans un projet immobilier, que ce soit de la colocation, de l'achat pour de la location, de la résidence principale. Tous vos rêves sont possibles. Donc, je vais laisser la place à Dabla. Elle va se présenter encore plus en détail. Bonjour Dabla. Bonjour Joël. Bonjour à tous. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Surtout parce que j'écoute tout le temps l'émission, donc vous avez une fan devant vous. Hein. Et une fois, je me retrouve de l'autre côté, donc voilà quoi. Je suis mais vraiment contente, fière. Et voilà, je vais pouvoir partager avec vous quelques moments sur l'immobilier, parler d'immobilier, parler de transmission, parler de protection, parler de famille. Donc voilà, c'est l'immobilier. Moi personnellement, j'ai de l'immobilier. J'ai plusieurs appartements que je mets à louer. J'ai commencé l'immobilier en 2006. Le premier appartement que j'ai acheté c'était en 2006. C'est une histoire un peu bizarre, mais pas si bizarre que ça. J'ai une petite sœur qui a voulu acheter son appartement et elle m'a annoncé qu'elle achetait son appartement. Étant la grande sœur, bien sûr, je ne pouvais pas me permettre que ma petite sœur achète son appartement sans que moi je l'achète. Donc du coup, j'ai acheté mon appartement comme ça, juste sur ça. Et puis en achetant cet appartement, je me suis aperçu que c'était quelque chose d'important. Et je me suis aussi aperçu que ça pouvait me permettre de gagner de l'argent. Mais dans le temps. Donc j'ai acheté mon premier appartement en 2006. J'en ai pas acheté un autre. Et puis après, un peu plus tard, j'en ai acheté plusieurs que j'ai mis en location. Et en fait, ça a marché. C'est devenu quelque chose qui a pour moi qui a beaucoup de sens. Mais j'ai l'habitude de le faire. Donc du coup, je le fais comme quelqu'un boit de l'eau. Ben moi, j'achète des appartements. C'est ma passion. C'est un truc que j'aime passionnément. Et donc voilà, quand on parle immobilier, ben je suis une féru d'immobilier. Donc voilà quoi. Une belle entrée en matière. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi.
J'adore quand quelqu'un voit de l'eau, moi j'achète des appartements. Ça a l'air. Non mais c'est vrai parce que tu le dis tellement, mais les gens ne le voient pas tout de suite et ils verront le reflet, mais tu le dis avec le sourire, ça a l'air facile. Et aujourd'hui, j'espère que justement, tu vas pouvoir nous aider, enfin aider les personnes qui nous écoutent à comprendre avec quelle facilité et surtout quel est leur intérêt justement. Je sais pas quel âge tu avais en 2006. En 2006, j'avais 29. 29 ans, d'accord. Donc avant tes 30 ans, et je considère que j'ai commencé tard. Voilà. Je considère que j'ai commencé tard parce qu'en fait, on peut commencer très tôt dans l'immobilier. Il suffit d'avoir le premier CDI pour commencer. Donc voilà. J'ai envie de dire que l'immobilier, en fait, c'est bizarre parce que quand on parle d'immobilier, on s'imagine on a l'impression qu'il y a une espèce de chape de plomb qui fait que c'est quelque chose de très sérieux. Mais il n'y a rien de sérieux. On doit manger, on doit habiter quelque part. Donc quand vous allez manger, vous allez acheter, je sais pas moi, du McDo, vous allez dans un restaurant, vous allez acheter des ingrédients pour faire à manger. C'est pareil pour l'immobilier, vous devez habiter quelque part. Donc concrètement, il ne devrait pas avoir de frein à acheter. Il devrait vraiment pas avoir de frein à acheter. Acheter, c'est comme louer. C'est comme louer. Certes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de choses à faire, mais c'est comme louer. En plus, j'ai envie de dire, voilà, ça y est, je vais parler, hein, c'est comme ça, je vais parler. Hein. Donc, en plus, j'ai envie de dire, regardons cette crise, là, la crise qu'il y a eu. Quelles sont les personnes qui n'ont pas pu payer le loyer? Mais quand tu es locataire, tu payes ton loyer quoi qu'il arrive. Tu ne vas pas dire à ton propriétaire, excusez-moi, mais il y a le Covid, donc je ne payerai pas mon loyer. Non, c'est pas possible. Non, franchement, c'est pas possible. Mais quand tu es propriétaire, tu peux aller voir ta banque et leur dire, écoutez, c'est une période qui est difficile, et les banques le savent, je ne pourrai pas continuer à payer mon crédit. Et ça, plein de gens l'ont fait. Et même en étant propriétaire investisseur, plein d'investisseurs m'ont dit, écoutez, il y a des problèmes, je ne suis pas sûr que mes locataires vont me payer, donc je voudrais qu'on arrête pendant une année, parce que c'est l'année du Covid. Et qu'est-ce que vous croyez que les banques ont dit? Elles ont répondu non, c'est pas possible. Non. Elles avaient les directives pour pouvoir dire oui, vous n'allez pas, vous ne payerez pas votre crédit. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une sécurité. Mais c'est vraiment une sécurité. Et c'est pas difficile en soi. Ce n'est pas difficile. C'est simplement le fait qu'on se mette beaucoup de stress sur l'immobilier, en disant on est attaché pendant 25 ans, 20 ans, 15 ans, donc du coup on se stresse, mais franchement il n'y a rien. Alors, je te rejoins totalement d'abord dans ce que tu dis. D'ailleurs, parenthèse dans ce que tu dis, nous personnellement on l'a fait, hein, parce que pour notre investissement on est investisseur locataire, donc on est propriétaire investisseur, pardon. Du coup, effectivement, à notre banque, on a demandé pendant la pandémie, n'ayant pas de loyer, enfin en tout cas des loyers qui ne rentraient pas comme on le voulait, un différé de paiement pour de 6 mois pour pouvoir un peu assainir nos trésoreries le temps que les loyers recommencent à rentrer de manière un peu plus normale, entre guillemets, parce que nous c'est un peu particulier, c'est une résidence de tourisme. Bon bref, on pourra y revenir. En tout cas, l'immobilier, tu as un peu compris, c'est aussi un peu ma petite passion à côté. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre, parce que tu as dit que tu avais commencé à 29 ans. Oui. Ah, juste que c'était tard. Pour moi, c'est tôt. 9 ans. Concrètement, parce que le premier blocage, on va pas se mentir, pour beaucoup de personnes, avant de pouvoir acquérir, moi, c'était mon cas, c'est l'argent, hein. Appelons un chat un chat. J'avais à l'époque, j'avais un enfant, mon mari, on était tous les deux, en CDI, mais on n'avait pas des revenus qui nous permettaient d'acheter notre maison, des rêves, entre guillemets, notre appartement des rêves non plus. Et à chaque fois qu'on allait voir, on a commencé à regarder, on allait voir la banque, ils nous proposaient en fait des biens qui étaient vraiment éloignés, mais genre à 50 bornes limite de l'endroit où on voulait et l'endroit où on pouvait nous acheter, en fait. Oui. Ce qui fait que on se dit, on va pas acheter notre résidence principale parce qu'on ne peut pas le faire à moins de revoir finalement nos exigences à la baisse. Et c'est là qu'on s'est tourné vers du locatif, l'investissement locatif, et qu'on s'est retrouvé là aussi par manque de, je pense, de connaissances entre guillemets, parce qu'on a été tellement démarchés, c'est un vrai marché, hein, parce que toutes les personnes qui se retrouvent à partir d'un certain nombre de montants d'impôts, on vous propose comme ça des investissements locatifs pour réduire les impôts. Exactement. Il faut être très très prudent. Bon bref, ma question c'était de savoir, parce que
au début, il faut quand même avoir un certain revenu. On peut pas se permettre c'est vrai que louer et acheter, c'est le même principe. À la fin du mois, on doit sortir une somme pour se loger. Mais c'est pas le même mécanisme. La banque, quand la banque va nous dire, alors, combien vous gagnez? Vous gagnez tant, c'est 33% maximum de ton endettement. Est-ce que vous avez des crédits à côté? Combien d'enfants vous avez? Parce que ça compte aussi les enfants, il faut se le dire. Enfin, tout ça fait que, voilà, pour toi, au début, comment on commence? Parce que à 25, 30, peu importe l'âge, qu'est-ce qui est important? C'est très bien qu'on puisse parler. Moi, j'ai une nièce, ok? J'ai une nièce qui a 18 ans. Qu'est-ce qu'on fait quand on parle avec ma nièce? Et même, je dirais même mieux, j'ai une fille qui a 10 ans. Ma fille qui a 10 ans. Qu'est-ce qu'elle sait, ma fille qui a 10 ans? Elle sait une chanson que je lui chante tout le temps. Toujours propriétaire, jamais locataire. Toujours propriétaire, jamais locataire. Vous savez quoi? Elle me dit, maman, tu sais quoi? Tu me saoules. Oui, parce qu'en fait, je lui ai dit très tôt qu'elle serait d'abord propriétaire et jamais locataire. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on commence tôt, plus moi la question de savoir si on a l'argent ou pas se pose. Quand on va avoir son premier CDI et qu'on va voir la banque et qu'on nous dit, écoutez, on n'a pas d'argent, mais j'ai mon premier CDI. Est-ce que vous vous imaginez que la banque va vous dire non parce que vous n'avez pas d'argent et que vous êtes jeune? Non. Elle va vous dire oui, je vous prête. Elle va vous dire, je vous prête tout. Je vous prête les frais de notaire, je vous prête je vous prête les frais de notaire, je vous prête pour le bien, et je vous prête aussi les frais de banque. Elle va peut-être vous aligner sur le taux. Elle va vous faire un taux qui défiera toute concurrence. Mais à la différence des autres, c'est que vous payerez un prêt. Donc à partir du moment où vous allez rentrer dedans, vous serez propriétaire. Donc c'est quand je dis, tu m'as dit Pearl que tu as été avec ton mari. C'était déjà trop tard. Tu avais déjà acheté ton appartement à 18 ans, 20 ans ou 21 ans. Ça faisait combien d'années que tu travaillais? Ça faisait longtemps que tu travaillais? Non, pas longtemps. Moi, je fais des longues études, donc j'ai commencé un peu tard. D'accord, donc tu as fait des longues études, tu as commencé tard, ton mari a commencé tard. Si quand tu sortais si tu sortais des études, que tu avais commencé directement, et ça, je vous dis, c'est ce que beaucoup de gens font, ils sortent des études, ils achètent directement. Pour quelle raison? Ils passent pas par la case location. Ils connaissent pas le faux problème de la location. Parce qu'une fois qu'on rentre dans la case location, ben effectivement, c'est beaucoup plus dur de mettre de l'argent de côté. Puisqu'on est dégrévé d'un loyer. Tu vois? Donc ça, je comprends. Et c'est pour ça que je passe mon temps à parler aux jeunes. À dire, achetez tôt. Restez chez papa, maman. Mes amis, achetez tôt. Restez chez papa, maman 1 à 2 années en plus s'il le faut. Ça ne coûte rien. Papa et maman, on est bien chez eux. Franchement, on est bien, on est nourris, on est logés. Et en plus, on a de l'amour. Qu'est-ce qu'on va chercher en plus? Non, mais franchement. Donc, restez chez soi tôt. Après, je l'entends. Et quand c'est comme ça, et quand on n'a pas pu acheter tôt, et ben, il faut quand même acheter tard. Parce qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour acheter. Il faut simplement voir avec la banque et négocier avec la banque. Oui, ils peuvent pas vous prêter. Alors après, il faut aussi revoir comment dire. Il faut revoir à la baisse ces prétentions. Ces prétentions. Il faut savoir revoir à la baisse. Quelquefois, il faut mieux revoir à la baisse et se dire quelle est ma priorité. Ma priorité, c'est de transmettre quelque chose à mes enfants, ou ma priorité, c'est de vraiment être dans cet endroit. C'est aussi ça, l'immobilier. L'immobilier, il faut pas l'oublier. C'est une protection. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'immobilier aujourd'hui. Si je meurs, j'ai pas fini de payer mon crédit, hein. Mais c'est une superbe assurance vie. Hein. Ouais. Si je meurs, c'est la banque qui paye puisque j'ai payé une assurance, qui va payer et qui va le donner, à mon enfant. C'est ça qui est génial avec l'immobilier. C'est qu'en soi, c'est une super assurance vie. Si je meurs, je meurs gratuit, mais je suis contente. Je veux dire, je meurs bien, quoi. Je meurs bien dans ma tête. Non, mais c'est vrai. Je sais qu'on parle pas beaucoup de morts, mais qui va pas mourir un jour? Moi, je vais mourir un jour, sans problème. Mais quand je meurs bien. Donc, là, David, tu as dit tellement de choses. Et tu as parlé justement de ce petit frein là qui est je vais m'enchaîner 25 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce qu'il y a d'autres peurs comme ça que les gens entretiennent au-delà de la durée de l'engagement? Est-ce qu'il y a d'autres peurs que les gens entretiennent et qui les empêchent justement de passer le pas? Ou alors même, je dirais, il y a une vision qui accompagne l'investissement immobilier. Parce que là, tu parlais même des enfants, du fait qu'on va penser à transmettre aux enfants, c'est une assurance. Ça veut dire qu'on n'est pas juste dans j'achète pour aller dans une belle maison,
et je suis contente de ma maison et c'est ma résidence principale et etc. et je paye pas de loyer. Il y a quelque chose d'une vision qui va encore plus loin. Mais du coup, quels sont ces freins qui nous empêchent de voir ce plus loin-là? Mais en fait, le topo, c'est que ce plus loin-là, il faut-il encore pouvoir l'imaginer. C'est pas une question de frein, en fait, en soi. C'est que, comme tu le dis, il faut pouvoir l'imaginer. Or, au départ, on se l'imagine même pas. On n'y pense pas, tout simplement. Est-ce que tu penses que ma fille qui a 10 ans, que je passe mon temps à lui répéter tous les jours, faut que tu sois propriétaire, faut que tu sois propriétaire, faut que tu sois propriétaire, est-ce qu'elle n'y pensera pas? Elle y pensera. Automatiquement, elle va commencer à travailler, elle va me dire, mais ma mère m'a tellement saoulée avec ça, que automatiquement, elle va le faire. On n'y pense tout simplement pas. Et encore moins dans notre communauté. Nos parents sont venus d'ailleurs, ils sont venus, ils ont travaillé très fort. Ils n'ont pas pensé à nous parler de transmission. Souvent, on habitait dans des conditions qui étaient quand même quelquefois un peu difficiles, ou pas, mais ce n'était pas dans leur priorité. Leur priorité, c'était de travailler et de nous nourrir et de nous permettre d'aller à l'école. Donc, à partir de ce moment-là, ils n'avaient pas que ça à faire que de penser à ce genre de choses. Nous, on est ici. Souvent, on a aussi une peur. Je tiens à en parler. C'est de se dire qu'en fait, on va retourner au pays. Cette histoire de mirage on va retourner au pays fait qu'on se dit, on ne veut pas s'attacher avec un crédit ici à 25 ans. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens de ma communauté, vous voulez rentrer chez vous, les poches pleines ou les poches vides? Moi, je veux rentrer chez moi, si je dois rentrer chez moi, les poches pleines. Pour rentrer chez moi les poches pleines, il faut que tout ce que je fais ait un sens. Quand je vais manger, ça a un sens. Où je vais habiter, ça a un sens. Et ça a un sens profond. Je parlais tout à l'heure de ma nièce. Ma nièce, quand on parle de vision, de comment elle se voit dans quelques années, de qu'est-ce qu'elle veut faire. Et du coup, pour elle, ça, tout de suite, elle sait qu'elle va acheter. La question ne se pose même pas. Qu'elle va acheter plusieurs appartements. La question ne se pose même pas. Qu'elle va rester chez papa et maman pendant longtemps. La question ne se pose même pas. Et que même si elle a un petit ami, le petit ami il va être au pas. Parce que c'est pareil. Je veux dire, en fait, ce qui est génial, c'est que avec l'immobilier, c'est pas que toi, c'est que tu le donnes aux autres. Moi, j'ai acheté parce que ma soeur a acheté. Mais ma nièce aura un petit ami, son petit ami achètera parce qu'elle a acheté. C'est vraiment une chaîne. Et ça, c'est génial. Donc, des blocages, on en a plein. Maintenant, il faut savoir les surmonter. Le blocage on retournera au pays, si on achète en France, quand on retournera au pays ou pas, on peut revendre et avec ce patrimoine, retourner au pays à acheter. En plus, il faut savoir une chose, moi je suis ivoirienne. Et je connais bien le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Une villa en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il faut compter 80 millions CFA. Ça veut dire quoi 80 millions CFA? Ça fait 122 000 euros. C'est pas une petite somme. Dakar, c'est pareil. Parce que les prix ont explosé. Donc, se dire qu'on va rentrer, qu'on ne veut pas investir dans le pays où on habite, parce qu'on va rentrer chez nous, c'est pas une excuse. Ça devrait même être un moteur. C'est ça qui est génial avec l'immobilier, c'est que ça change on change de vision, de manière de voir les choses. Quelquefois, j'ai des jeunes qui me disent, oui, je vais pas acheter. Je vais pas acheter. Je suis jeune. Alors, j'ai pas compris, hein. Le lien entre le fait d'être jeune et de pas acheter. Hein. J'ai pas compris. Comme je suis jeune, je vais pas acheter. Alors, je vais pas acheter parce que je suis jeune et parce qu'en fait, je compte plus tard voyager et aller dans d'autres pays. Mais rien ne t'empêche de mettre ton appartement en location. Qu'est-ce qui t'en empêche? Rien. Tu achètes, tu veux pas y vivre, tu mets quelqu'un dedans. Donc, acheter, c'est un truc qu'il faut faire. Je répète, il faut acheter comme si on boit de l'eau. C'est aussi vital que de boire de l'eau. C'est aussi simple que ça. Pardon, je vais te tuer. Des questions. J'aime bien l'idée que tu parles de communauté parce que c'est vraiment une vision qu'il faudrait transmettre au maximum. Parce que moi, j'arrive dans une boîte, ça fait 7 ans, ça passe vite, et j'étais surprise de voir que il y avait 90% des jeunes, ils avaient tous moins de 30 ans, ils avaient même plutôt moins de 26 ans, la plupart. Quand je suis arrivée, ils étaient tous propriétaires.
Tu vois? Mais tu vois? J'ai dit, mais moi j'ai attendu quasiment la trentaine et encore je l'ai fait parce que à un moment donné, bon, comme je suis comme du trésor public, les impôts et tout ça, j'avais compris que je pouvais comme ça effacer mes impôts avec l'investissement locatif. C'était vraiment un but plus de, en guillemets, profiter légalement du système que en mode j'ai envie d'être propriétaire. C'est vraiment pas le but. C'est vraiment de me dire, alors j'ai une opportunité, vraiment j'y vais. Et là, ils étaient tous propriétaires avec en plus pas des petites maisons, c'est vraiment des biens immobiliers qu'ils ont un peu retapés, tout ça. J'ai trouvé ça mais génial. J'ai dit mais pourquoi on n'a pas plus de la communauté noire, afro-descendants et afro-descendants, pourquoi on n'a pas plus cette envie là, cette vision dont tu parlais, de se dire, comme tu as expliqué, on peut acheter, on peut partir, mettre en location, avoir un vrai projet autour de l'immobilier parce que effectivement on est obligé de se loger. Alors, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça en fait. Parce qu'en fait, quand tu dis ils ont 26 ans, ils ont acheté, le truc te pose c'est quoi? C'est que en fait en général, leurs parents ont acheté, leurs grands-parents ont acheté, donc leurs grands-parents ont acheté, leurs grands-parents ont décédé. Ils vont donner de l'argent à leurs parents, qui eux ne sauront pas quoi en faire réellement. Ils vont le donner aux petits-enfants, qui vont avoir un apport pour pouvoir acheter. Et dès qu'ils vont avoir cet apport-là, leurs parents vont leur dire, vous achetez. C'est même pas un truc auquel ils vont devoir réfléchir. Ils ont même pas à réfléchir à ça. Nous, on doit réfléchir. Nous, on doit se poser des questions. Nous, mais on n'a pas le choix. C'est notre chance. Mais après, il y a quand même une réalité que nous avons dans nos communautés, c'est que je pense que très souvent, au-delà de ce qui arrive vraiment par la voie légale, normale, et encore, c'est pas toujours évident, il y a quand même un laps de temps où les gens se cherchent, parce que il y a un problème de papier, on va appeler un chat, où les gens vont arriver, ils vont avoir une période, ils vont avoir besoin d'avoir une situation, on va dire, au niveau légal, pour pouvoir avoir leur papier. Une fois qu'ils l'ont et qu'ils ont un travail, c'est vrai qu'on est plus en mode pour en profiter et avec la perspective de repartir au pays. Donc c'est vrai que du coup, la culture veut que acheter en France ce soit plus pour les personnes qui sont nées ici ou qui sont mariées à un blanc ou une blanche, tu vois, c'est pas trop dans celui qui va venir d'Afrique et puis qui va se dire ah ben non mais moi je vais m'installer ici, faire ma vie et puis acheter mes biens immobiliers. Et c'est bien qu'il y ait des personnes comme toi qui essaie de marteler, de les prendre au berceau limite pour créer finalement cette dynamique. Quelquefois il est plus facile d'acheter que de louer. J'ai un ami qui sortait d'école d'ingénieur. Il cherchait un bien à louer, il ne trouvait pas parce qu'on lui demandait des garants. Or, ses parents gagnaient moins que lui. Et il venait juste de rentrer dans la vie active. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû acheter. Chose en soi qui est géniale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en plus, si on achète nous, on pourra loger des gens de notre communauté. C'est ça qui est génial. On achète nous, on peut louer, on peut choisir à qui on veut aussi louer. Je dis pas de faire la discrimination, j'ai pas dit ça, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que nous aussi, on aura notre levier économique. Et c'est en ça que c'est important. Pour moi, c'est important de se dire qu'il faut que chaque chose qu'on fasse a un sens. Et l'immobilier, au-delà de l'immobilier, ça a un sens de se voir à 10 ans, 20 ans, 15 ans. Même si on en a que 20, il faut pouvoir se projeter à 10 ans, 15 ans, 5 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, Dabla, qui cache justement, enfin en tout cas qui empêche cet investissement immobilier? Par exemple, tu parlais justement de nos parents. Et ce qu'ils nous transmettent quand ils viennent ici, ce qu'ils nous transmettent. Ce qu'on nous transmet beaucoup de parents, c'est le travail, d'accord? Le travail, les études. Oui. Les études, le travail, enfin avoir un bon travail, etc. Et je crois qu'il y a au-delà de la culture de l'immobilier qu'on n'a peut-être pas, on manque peut-être aussi de la culture de l'enrichissement. Parce que, par exemple, mon père me disait souvent, tu seras jamais riche avec ton salaire. Tu vois, pourtant c'est vraiment quelqu'un qui était sur les études, etc. Mais malgré ça, il me disait toujours, tu seras jamais riche avec ton salaire. Peu importe le salaire que tu as, tu seras pas riche avec. Ça veut dire que tu vas avoir un salaire de PDG, etc. C'est pas ça qui va te rendre riche. Par contre, il me disait pas comment je pouvais être riche. Mais il me disait, il faut que tu gardes en tête que tu seras pas riche avec ton salaire. Mais malheureusement, je crois qu'il y a un manque de culture de l'enrichissement. On a beaucoup, je crois, une culture du travail, de la réussite par le travail. On est très,
on est très scolaire, c'est-à-dire que les diplômes, ça compte beaucoup. Ça Oui. compte beaucoup plus, quelquefois, que le fait d'être riche, entre guillemets. Oui. Moi, j'ai vu autour de moi des parents qui vont plus être fiers de leurs enfants parce qu'ils ont tel ou tel diplôme, ou qui travaillent là, ou dans telle grosse entreprise, ou qui sont ingénieurs, ou qui sont docteurs, etc. Mais l'enrichissement, il n'y a pas. Et ça, vraiment, je crois que je pense que c'est ce qui manque. Et j'allais dire aussi, est-ce que aussi, il y a autre chose auquel je pense. Oui. Je pense aussi qu'on a eu un petit discours quand même sur l'immobilier, mais qui était souvent axé sur la maison au pays. Oui, c'est ça. Tu vois? Oui, je suis d'accord avec toi. Qui était quand même axé. Moi, j'ai entendu quand même ce discours de l'investissement immobilier, mais c'était nos parents travaillaient pour acheter leur maison au pays. Et une fois qu'ils réussissaient à faire ça, ou des fois même c'était reporté sur l'enfant en disant vous me payerez ma maison au pays. Tu vois? Et donc, comment est-ce que tu arrives, nous, la jeune génération, je pense qu'on va comprendre. Oui. Mais est-ce que pour une génération qui vient encore, qui est peut-être notre âge, hein, mais qui, elle, arrive encore, nous, on est afro-descendants, enfin, on est nés ici, on grandit ici, mais ceux qui ont à notre âge, 40 ans par exemple, arrivent encore ici, comme disait Perle, ils vont faire les papiers, etc. Oui. Mais comment, est-ce que tu arrives à les toucher? Comment tu vas faire pour toucher cette cible, pour qu'elle ne reproduise pas ce truc de la maison au pays, tu vois? Alors, moi, j'ai pas. Alors, je veux dire, arriver à un moment, c'est quelque chose de très personnel. Le rapport à l'argent est quelque chose de très personnel. Ok? Il y en a qui vont avoir besoin de montrer par l'argent qu'ils sont quelqu'un. Au lieu de le montrer en achetant une maison, bah, ils vont le montrer en ayant une belle voiture, etc., etc. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je peux aider tout le monde. Je peux aider que ceux qui m'entendent. Ça veut dire qu'en fait, à un moment, moi, je prêche. Voilà, je prêche la bonne parole. Les gens de ma communauté achètent. C'est ce que je dis tout le temps. Moi, mon but dans ma vie, c'est que les gens de ma communauté achètent. Je prêche la bonne parole. Mais arrivé à un moment, il faut que la personne ait envie d'entendre. Donc, je pense que la personne, quel que soit l'endroit d'où elle vient, hein, qui vienne de Côte d'Ivoire et qui vienne en France, ou qui habite en France, s'il a besoin de l'entendre, il l'entendra. Voilà, s'il a besoin de l'entendre, il entendra ce que j'ai à dire. Mais s'il n'est pas enclin à l'entendre, il n'entendra pas. Et je ne pourrai rien y faire. Je n'ai pas la prétention d'aider tout le monde. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de dire, les gens de la communauté, acheter, c'est pas si difficile que ça. Et si vous avez besoin d'aide, eh ben, je peux vous aider. Mais vraiment, achetez. Après, chacun doit faire avec son histoire personnelle. C'est vrai qu'on a des arguments pour ne pas acheter. C'est vrai qu'on connaît pas beaucoup par rapport à l'enrichissement, mais faut pas se mentir, hein. Il y a très peu de gens qui s'y connaissent en enrichissement, en enrichissement. Il y a très peu de personnes qui savent comment faire pour devenir riche. Il y a très peu de personnes, déjà il y a très peu de personnes qui vont savoir comment faire pour y arriver. Après, il y aura très peu de personnes qui vont pouvoir mettre ça en pratique. Et après, il y a très peu de personnes qui, même s'ils ont mis ça en pratique, ils vont être 50 à 80% à se décourager. Donc, le peu qui vont arriver à la fin, c'est ceux qui sont riches. C'est vrai. Mais tout parcours là, c'est pour arriver à la fin. Donc ça, ce que je dis, c'est vraiment ceux qui ont une petite envie et qui peuvent être touchés par mon discours, alors les aider, ça a un sens. Mais si tu n'as pas l'envie, je peux rien faire pour toi. Tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Après, par rapport à l'apport, j'ai envie de dire aussi une chose qui est très importante. C'est notre manière de voir l'argent. En fait, on est dans un monde où en fait, il est tellement facile de dépenser notre argent, mais pour un rien. Mais vraiment, c'est tellement facile. Donc, dès le départ, il faut avoir de très bonnes habitudes. Et c'est en cela que je prêche aussi, c'est d'avoir de très bonnes habitudes. C'est quoi d'avoir de très bonnes habitudes? C'est de savoir que quand on a un salaire, on ne le dépense pas entièrement. Déjà, une chose à bannir, c'est les découvertes. Les découvertes sont à bannir de notre vie. Ces trucs-là, c'est à bannir. Le crédit à la consommation, pareil, il est à bannir. On pourra me dire oui, quelquefois on a besoin de ceci, de cela. On peut se débrouiller autrement. Il y a des ventes qui se font comment dire, il y a par exemple, si on a une machine à laver qui ne fonctionne pas, on n'a pas besoin automatiquement de prendre un crédit pour pouvoir en acheter une autre. On peut très bien en acheter une d'occasion qui marchera tout aussi bien. Mais le crédit en soi, c'est quelque chose à bannir. Sauf le crédit immobilier, bien sûr. Vous m'attendez. Parce que, pourquoi c'est un crédit qui est important? Parce que c'est un crédit c'est un investissement.
c'est un investissement. C'est un crédit qui rapporte. Alors, d'autres personnes diront que quand on achète une résidence principale, c'est un passif. Et on parlera de passif et d'actif. Que quand on achète une résidence qu'on met en location, c'est un actif. Mais moi, je rentre pas dans ce jeu. Dans le sens où, pour moi, quand on t'achète déjà ta résidence principale, tu as commencé à t'enrichir. Donc déjà, acheter. Donc pour moi, il y a deux choses très importantes. Pas de découvert, pas de crédit à la consommation. Et ça, je le dis maintenant. Pourquoi? Parce que quand vous allez aller voir le banquier pour demander un crédit, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder vos relevés bancaires. Et il va vérifier que vous avez des crédits ou des découverts. Si vous avez des crédits et des découverts, le taux qu'on va vous demander sera plus haut que si vous n'en avez pas. Donc ça, après, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que chaque fois qu'on travaille, qu'on a son salaire, on doit mettre au minimum 10% de côté. Parce que quand on a un plat de pâtes et qu'il manque 10% des pâtes, et ben on a tout aussi bien mangé. Donc 10%, c'est toujours la somme qui doit être mise de côté au minimum. Quels que soient les problèmes, c'est minimum 10% qu'on met de côté. Ça, et après, il y a d'autres astuces qui s'enchaînent. Mais même, je dirais que même maintenant, avec le niveau de connaissance qu'on a, avec Internet qui est développé, avec TikTok, Facebook, YouTube, si on veut vraiment apprendre, il y a tellement de tutos, il y a tellement de choses, qu'on n'a même plus l'excuse de dire oui, je ne savais pas. Vous voyez? Franchement, on n'a même plus l'excuse de dire je ne savais pas. Et si on ne sait pas, on peut trouver des gens qui nous aident. Donc, c'est très difficile c'est très difficile pour moi de dire aux personnes si vous n'êtes pas, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas motivé, moi je peux rien faire pour vous. Non, mais il y a quelque chose qui me fait penser à quelque chose, justement, en revenant au début. Tu te rappelles quand tu as dit que c'était comme de l'eau, ou quand on avait faim, on va au McDo, on va au restaurant, nous oublier, c'était la même chose. Mais justement, tu vois, quand on va au restaurant, c'est parce que quelquefois on veut manger une cuisine qu'on sait pas faire tout le temps. Tu vois, on a envie de manger autre chose, quelque chose qu'on ne sait pas faire. On en a assez de toujours faire notre petite cuisine avec ça tourne en rond à un moment nos 4, 5, 6 recettes là. Et voilà. Et justement, tu disais que l'immobilier c'est comme de l'eau, mais est-ce que c'est vraiment comme de l'eau? Est-ce que justement on peut vraiment faire ça par nous-mêmes? Ça se peut, puisque j'imagine que tu l'as fait. Ouais. Mais est-ce qu'on doit forcément se dire que je suis en capacité, moi, tout seul, je vais aller négocier avec les banques, je vais aller chercher le bien le plus avantageux, le bon investissement, ou est-ce qu'il faut faire comme des fois, quand même, il y a certaines choses pour lesquelles on doit aller au restaurant et dire que dans cette cuisine-là, c'est pas pour moi. Je vais aller payer un chef cuisinier qui va me faire ça carrément bien comme il faut. Non, mais voilà. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse. Si je fais ça, ça a un sens. C'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire ça. Ils n'ont pas envie de se fatiguer. Parce que ça demande du temps. Ouais. Moi, là, quelqu'un qui vient me voir, j'ai envie de dire, tout le monde n'est pas passionné par l'immobilier. Tout le monde n'a pas envie d'acheter comme on achète de l'eau. Parce qu'il faut aller voir les banques, parce qu'il faut aller ceci, il faut faire cela. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et si tu n'as pas envie, confie-le à quelqu'un. Mais fais-le. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de dire, faites-le. C'est pas parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, si vous n'avez pas l'envie, parce que c'est pas le fait d'aller voir la banque, parce qu'en fait, aller voir la banque, c'est bien beau de négocier, mais faut-il savoir se projeter à plus loin que les 5 ans ou les 10 ans à venir. Quand quelqu'un vient me voir, par exemple, on se pose les bonnes questions. Les bonnes questions par rapport à l'avenir. Et du coup, en fonction de ça, on va s'orienter d'une certaine manière. Vous voyez? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde n'est pas doué pour ça. Dans ces cas-là, c'est comme tout. Quand on n'est pas doué, on cherche la personne qui peut nous aider. Donc ça, faire appel à des personnes qui aident, ça a du sens. Mais faites-le. Acheter, en soi, ce n'est pas compliqué dans le sens où, si tu n'es pas capable de le faire, si tu n'es pas... on peut acheter. Mais ce qui m'embête, moi, quelquefois, c'est que quand on achète, on se fait avoir. Et puis, quelquefois, on se décourage assez vite. On va aller voir le banquier va nous dire, écoutez, je peux vous faire un taux de ça. Vous allez dire, je peux vous prêter que ça. Et ben, vous allez être découragé, puis vous allez dire, c'est bon, je n'achète pas, c'est pas pour moi. Et du coup, vous allez rester en location. Ben non, dans ces cas-là, allez voir des personnes qui vont vous aider à mieux peaufiner votre projet pour que vous puissiez avancer, quoi. C'est quoi les pièges à éviter, justement, du coup? Alors, les pièges à éviter. Première des choses que je dirais, c'est que
as acheté ton appartement, on va voir, justement, parlons de piège. Tu as acheté un appartement, Perle. Oui. Tu m'as dit que tu avais acheté un appartement qui était en LMND, ok. Voilà, donc ça c'est... Est-ce que tu es parti visiter l'appartement que tu as vu, que tu as acheté? Non, mais justement, ça fait partie des erreurs à ne pas commettre. Voilà. Donc tu vois, tu me demandais... On a acheté en VFA, non, enfin, oui et non. On a acheté en VFA, c'est-à-dire qu'on vote en état futur d'achèvement. C'était un projet qui, sur le papier, était un très beau projet, hein, parce que nous, au départ, justement, comme on ne pouvait pas acheter une résidence principale, on s'est tourné vers le locatif. Et là, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à ce métier passionnant qui est de comment il a conseiller immobilier, hein. Attention, il y a vraiment des gens malhonnêtes. Bon, bref. Et donc, on nous a proposé ce projet qui paraissait très bien sur le papier, dans le sens où on n'avait pas de locatif classique. Parce qu'on se disait, avec un locatif classique, c'est-à-dire un appartement, un studio, peu importe, ou c'était un particulier qui venait louer, il y aurait le problème des éventuels impayés, des gens qui rentrent, qui sortent, parce que c'est du vécu, hein. Enfin, c'est connu que quand il y a un battement, un flottement entre deux locataires, c'est compliqué, pas de revenus, machin bidule. Et en plus, il faut gérer derrière éventuels problèmes de l'appartement. Enfin bref, on s'est dit, en résidence de tourisme, le bail, il n'est pas fait avec un particulier, il est fait avec un professionnel. Donc, que la résidence soit pleine ou pas, on a notre loyer qui est assuré sur l'année. Et ça a marché, très sincèrement, pendant 2 ans, on n'avait aucun souci. En plus, on avait cet aspect d'avoir des réductions dans une résidence de tourisme, comme c'était un grand groupe. Donc, forcément, c'était très intéressant pendant quelques années. Sauf que le tourisme en France, voilà, a eu quelques soucis et c'était l'hécatombe après loyer impayé qui se sont cumulés, le crédit derrière, on a dû chercher à faire un rachat de crédit, même en faisant ça, le compte n'y est toujours pas, quoi. Alors vraiment, nous, c'était la grosse déception, très sincèrement, parce qu'on s'est dit, notre projet immobilier, il est cool, quoi, en fait, très clairement. On se retrouve, nous, encore à prendre de notre poche pour combler, finalement, le manque à gagner, parce que c'est ça, hein. Dans le calcul, c'était que notre impôt devait être effacé, en gros, avec cet investissement locatif. Sauf que nous, on s'est retrouvé non seulement à payer qui va notre impôt, mais en plus, à combler le manque à gagner des loyers. Donc, c'était tout zéro, quoi. Et le piège, faut pas oublier, c'est qu'une fois qu'on est lancé dedans, on ne peut pas vendre. Parce qu'on a commencé à bénéficier d'investissement locatif, on s'est renseigné auprès des impôts, bon, c'est un peu mon métier aussi, vu qu'on a lâché sans TVA, enfin bref, on s'est retrouvé coincé avec un bien qui rapportait clairement voir le tiers de ce qu'il devait rapporter, et qu'on ne pouvait même pas vendre, au risque de retrouver des problèmes avec le fisc. Donc, à ne pas faire. Alors voilà, tu vois, là, elle a bien expliqué la problématique. Ça, c'est une problématique. Alors, on a cette problématique-là avec, effectivement, les LMNP. J'ai beaucoup de mal avec ce mot. Et avec les résidences LMNP, c'est des résidences. Tu écoutes, c'est location meublée non professionnelle. Mais c'est des résidences. J'ai bien dit les résidences, parce que c'est pas la même chose quand tu fais du LMNP, c'est chose que je fais, mais en particulier. C'est-à-dire que moi, je fais de la location meublée, tu vois, mais toute seule, sans résidence. Ça c'est un point. Et le Pinel, pareil, le Pinel, on vous dit, on vient vous voir, et c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'on vient vous voir, on vient vous voir chez vous. Quelquefois, il y a des personnes qui viennent, ils démarchent chez vous. Et là, tu dis, ah, c'est quand même bizarre qu'ils viennent nous voir chez nous. Mais ils vous démarchent, et ils vont vous vendre une maison en VFA, dans un endroit qui est bien, et qui est aux environs de. Et dès qu'on entend le mot environ de, il faut se méfier. Parce qu'une ville, et les environs d'une ville, c'est pas la même chose. Paris et la banlieue, c'est pas la même chose. Donc, ça c'est un des pièges. C'est déjà quelque chose qui est très important, c'est que quand on achète de l'immobilier, on va voir où on achète. On va voir pourquoi, parce qu'en y allant, on se dit, mais est-ce que moi, je pourrais y habiter? Est-ce que le quartier est bien fréquenté? Est-ce que toutes ces questions-là, vous les avez
famille, etc., la cohésion. Mais la transmission d'un patrimoine, c'est quelque chose que j'avais pas du tout fait le lien et j'ai trouvé ça très intéressant que tu l'abordes sous cet aspect-là. Donc, est-ce que tu peux un peu nous développer ta vision sur ce point-là? Ben, en fait, alors, vous allez rigoler, mais bon, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je sais que je vais mourir. Et comment dire, un des trucs que je voudrais transmettre à ma fille, c'est bon, une richesse de ce que je peux lui apporter, bien sûr, là maintenant, mais aussi lui épargner la vie que j'ai eue. Tout simplement, lui épargner la vie que j'ai eue. Et une manière de lui épargner la vie que j'ai eue, c'est de pouvoir lui transmettre un bien. C'est de pouvoir lui transmettre un bien. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle va se lever, quand elle ira travailler, elle se posera pas la question de savoir où elle va loger. Elle saura que sa maman lui a transmis ça. Ou au moins un apport pour pouvoir acheter sa propre maison. Comme tu en parlais tout à l'heure, Pearl, tu disais que quand tu es rentré dans le monde du travail, tu as vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient déjà acheté. Mais je peux te le mettre en, je le mets en mille. Hein. Ils n'ont pas économisé pour acheter. Hein. Ils ont eu simplement une transmission de leurs parents. Et si c'est pas de leurs parents, c'est de leurs grands-parents. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et moi, ce truc-là, c'est pour moi un acte d'amour que de pouvoir transmettre quelque chose à son enfant. Alors, certains peuvent transmettre autre chose, mais si je peux transmettre ça à mes enfants, ben j'aurais réussi mon pari, parce que ils auront eu ce que je n'ai pas eu. Et ce que j'aime bien aussi, ce que je disais, hein, ce que j'aime bien par rapport à l'immobilier, c'est qu'une fois que vous avez acheté, si vous arrive quoi que ce soit, vous savez que la banque va payer à votre place. Parce que quand on achète, il ne faut pas oublier qu'il y a une assurance. Et l'assurance, elle dit en fait que c'est elle qui prendra le relais en cas de mort. C'est pour ça qu'on paye une assurance si chère. D'ailleurs, si on est en couple et que l'on ne gagne pas 50-50, pensez, s'il y a vraiment une très grande différence de salaire, pensez à prendre une assurance qui couvre une grande partie du crédit. Parce que c'est très important, en fait, il faut vraiment réfléchir à ça. C'est que quand on est en couple, quelquefois on se dit, on va prendre l'assurance la moins chère. Donc 50-50. Mais s'il arrive quoi que ce soit, avoir à payer encore un crédit, c'est difficile. Surtout quand il y a des enfants, c'est difficile. Donc prendre un crédit qui est beaucoup plus cher, mais assuré à 100%, ça veut dire que si une personne décède, et ben l'appartement est payé entièrement, ça a du sens. Je le répète bien, ça a du sens. Tout à fait. Non, mais il faut y penser, effectivement, c'est un très bon conseil. Donc voilà, voilà. Non, mais c'est vrai que la recherche du moins cher, quelquefois, peut-être que ça arrange à court terme, parce que sur le coup, tu dis, j'ai des mensualités peut-être un peu moins importantes. Mais c'est vrai que on revient toujours à cette notion de vision quand même. Oui. Et qui n'est pas, qui on voit large, en fait, on envisage toutes les possibilités malheureuses et des fois les plus malheureuses. Et du coup, de voir à long terme ce que ça peut rapporter d'être payé une assurance plus chère. Et c'est vrai qu'on se base beaucoup. Tu avais fait une publication, moi, que j'avais bien aimée parce que tu fais beaucoup de publications sur l'achat, etc. Mais on en voit peu sur les conseils sur les assurances, par exemple. Oui. Tu vois. Oui. Et là, tu viens de nous donner vraiment une clé sur l'assurance parce que nous, moi, je sais que dès que j'ai acheté mon bien, en fait, après l'assurance, presque peu importait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris l'assurance, mais je cherche même plus à la renégocier. Il faut la renégocier. Et c'est vrai que quand on dit oui, je suis engagée sur 30 ans, la mensualité, aïe, oui, mais avec l'assurance, et ça j'avais bien aimé que tu aies dit ça, avec l'assurance, il y a toujours un moyen de faire des économies. Oui. Même si ta mensualité, elle est figée pour quelques temps, Oui. mais ton assurance, elle, tu peux jouer sur ta mensualité grâce à l'assurance en fait. Oui, c'est exactement ça. On peut jouer sur l'assurance on peut jouer sur l'assurance. Moi, je sais que j'ai renégocié tous mes crédits immobiliers, je les ai tous renégociés parce qu'il fallait que je les renégocie mes assurances. En fait, et puis je dirais même que c'est encore une mentalité, c'est vrai. Chaque année, je prends un truc. J'aime bien faire ça. Chaque année, je prends un truc et je me dis bon, là, ça, je fais une petite étude de marché et il faut que je casse le prix. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que vous avez une voiture. Ben, vous prenez l'assurance de votre voiture, vous dites, bon, cette année, c'est l'assurance voiture. Et ben, j'ai regardé où je peux trouver moins cher. Mais attention, quand je dis moins cher, c'est pas pour moins cher, c'est moins cher avec les mêmes garanties. Oui. Et en fait, si on fait ça une fois par an sur un seul truc,
ça fait déjà parce qu'en fait, 20 euros par mois, c'est 240 euros en une année. Certes, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà quoi, c'est déjà quelque chose. Je veux dire, c'est parce que en fait, on parle souvent on veut souvent gagner gros, mais en fait, il faut voir une chose, c'est qu'en fait, on gagne pas gros. C'est pas, les choses ne sont pas grosses, elles se font toutes petit à petit. Le temps aide et petit à petit, ça avance. Donc on peut pas se dire, je vais acheter un bien et d'ici peu de temps, je serai financièrement libre. C'est pas possible. Ça va mettre du temps. Mais petit à petit, on peut être sûr et on peut être certain qu'on va réussir. Technique des petits pas que si cher Joël. Ouais, ça. Ah oui. Comme dit ma mère, il n'y a pas de petites économies. Donc effectivement, c'est ça la petite économie. On peut grappiller et tout. Alors là, tu as dit un truc au tout début qui nous a fait un peu rêver. Après, tu réponds si tu veux, hein. C'est peut-être indiscret. Fais-nous un peu rêver. T'as combien d'appartements au total là? J'ai 5 appartements que je mets en location. Wow. Plus la résidence principale. Et du coup, je comprends justement parce que ça m'intéresse. Les premiers biens ont servi de garantie ou à chaque fois c'était des prêts hypothèques ou c'était des Non, j'ai acheté le premier bien. Même, je vous dis, moi je suis rentré comme ça. Hein. J'ai acheté le premier bien. En fait, je pars du principe que c'est quand la banque te dit non que ça s'arrête. Et toi qui m'as pas dit non, quand elle dit non, quand elle te dit non, il faut que tu ailles chercher ailleurs. Parce que quand elle te dit non, tu peux aller chercher ailleurs. Donc, j'ai acheté mon premier bien. Ensuite, beaucoup plus de temps après, j'ai acheté un deuxième bien que j'ai mis en location. Mais j'ai mis beaucoup d'apports. Ça, c'était une de mes premières erreurs. Mais bizarrement, c'était une erreur qui a été importante parce qu'en fait, du coup, j'avais pris un crédit qui était petit. Du coup, j'ai eu encore le droit j'avais encore de la capacité pour pouvoir acheter un autre bien. Donc ça faisait 2. Donc là, ça faisait un troisième. Et après, j'ai continué à enchaîner pour acheter. Mais c'est comme ça, Il y a pas un moment où les banques te disent, madame, vous achetez à chaque fois, ça passe toujours en fait. Mais en fait, le topo, c'est quoi? C'est qu'arrivé à un moment, ton banquier, il te fait confiance. Il sait que tu sais gérer. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, alors, normalement, on dit qu'on a droit à 33%. Oui. On a droit à 33% de taux d'endettement. Mais quand on voit que en fait, les banquiers ont une jauge où ils peuvent donner plus. Ils ont une jauge où ils peuvent donner plus ils ont du mou en fait. Donc quand ils voient que la personne sait faire, quand tu as prouvé que tu sais faire, quand tu as montré à ton mari que tu sais faire, il peut te faire confiance. Et puis en plus, il voit très bien qu'il y a les autres biens. Moi j'ai des biens où en fait, même si on en vendait un, ils pourraient facilement récupérer leur argent. Parce que il faut comprendre la mentalité du banquier. Le banquier, ce qu'il veut, c'est pouvoir récupérer son argent s'il y a un problème. Ouais. Si tu as un bien qui est quasiment payé, et que tu demandes un autre crédit, il va te le donner si ce crédit est plus petit que le bien que tu as actuellement. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ah ouais. Parce que la valeur, tu veux dire que la valeur du bien que tu as actuellement, quoi. Voilà, qui est plus petite que la valeur du bien qui est actuellement. Il peut te le donner. Même, j'ai même connu un cas où en fait la personne n'avait même pas de CDI. Elle n'avait pas de CDI. Et elle a demandé un crédit. Normalement, c'est impossible d'avoir c'est impossible quand tu es en CDD, non, quand tu es au CDD ou même quand tu es en chômage, d'avoir un crédit. Lui, il l'a eu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il venait d'arriver et qu'il avait de l'argent cash. Donc, il a donné l'argent cash à la banque. Et la banque a dit, je veux bien vous faire un crédit immobilier. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, c'est montrer son abnégation à la banque. Les banquiers, c'est comme je disais, hein, au départ, on est tous à 100%. Après, il y en a 50 qui vont même pas regarder, ça les intéresse même pas. Donc il reste encore 50%. Sur les 50%, il y en a qui vont se décourager. Et là, il reste plus que 25%. Après les 25%, il y en a qui vont se décourager encore, mais dans le temps encore plus. Il restera que ceux qui ont vraiment la niaque de le faire. Bien sûr, ils sont crème de la crème. Notre cas, c'est vrai que nous, on est pour le coup, depuis, on est beaucoup sollicité avec mon mari pour pouvoir faire des investissements. On est vraiment échaudés, quoi. On est vraiment échaudés. Et c'est vrai qu'on devrait s'y pencher. C'est vrai que l'idée de faire comme ça, une location meublée, pourquoi pas? C'est une idée. Donc, c'est plutôt des petits biens. C'est des petits biens. Mais tu vois, enfin, tu serais venu me voir et tu m'aurais expliqué ta situation, je t'aurais pris A par B. Dis les trucs les possibilités qu'il y avait, et après, on aurait déroulé le processus. C'est comme ça que je travaille.
je prends la personne, on s'explique, on parle ensemble, et après, on déroule le processus. En fonction de ça, en fonction vraiment de ce qu'il a. Parce qu'un célibataire, c'est pas pareil que quelqu'un qui est marié. Quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, c'est pas pareil qu'un célibataire. Et même entre deux célibataires, il y en a qui veulent voyager, il y en a qui veulent rester pas très loin de papa et maman. Donc voilà, chaque cas est particulier. Et du coup, comme les cas sont particuliers, on a comment dire, on a des solutions qui sont particulières. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Si. Effectivement. Si, mais en fait, tu veux dire, en fait, en gros, même quand nous, on pense que la situation est un peu désespérée, parce que, voilà, par exemple, elle a été un peu échaudée à cause de tous ces problèmes. Ouais. Toi, tu as cette capacité à toujours, à trouver une sorte de porte de sortie, quoi. Enfin, quelque chose pour rebondir dans, oui. si on souhaite continuer dans l'investissement immobilier, quoi. Oui. Ou si on peut pas, on va expliquer pourquoi. Donc, du coup, on doit te donner les astuces pour pouvoir y arriver. Tu vois? Si on ne sait pas pourquoi, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Quand un banquier me dit non, je dis d'accord. Pourquoi tu me dis non? C'est toujours, c'est la grosse différence qu'il va y avoir entre certaines personnes, c'est parce qu'ils n'ont même pas, quand on va leur dire non, c'est bon, ils s'arrêtent. Non, ça ne veut pas dire non, ça veut dire quelle est la solution que j'ai trouvée. C'est tout. Ouais, c'est ça. Parce qu'avec le non, avec l'explication, on peut avoir une feuille de route pour améliorer notre situation. Exactement. Pour qu'ils puissent nous dire oui, peut-être la prochaine fois, quoi. Exactement. Exactement. J'ai une personne qui m'a téléphoné, qui m'a parlé de sa situation. Et donc, en me parlant de sa situation, elle me dit, la banque m'a donné tant. Je lui ai dit, la banque t'a donné tant parce que ça. Donc, tu devras faire ça. C'est tout. Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. Ok. C'est très, 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 très intéressant. On arrive à la fin. Je me suis dit, ça allait passer vite, j'en étais sûre. Oui, forcément, c'est un sujet qui passionne et qui intéresse. Je suis un peu comme Joël, j'ai bien aimé l'idée de transmission parce que on n'y pense pas assez. Souvent, on va être bloqué par rapport au fait de se dire oui, un crédit sur 25 ans ou la fameuse maison au pays, le bien au pays. Mais au final, on fait des enfants nés ici en Europe. Il faut penser à eux parce que leur vie, qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas forcément l'Afrique ou ailleurs, hein, peu importe le pays. Enfin, c'est bien. Et au pire, s'ils veulent partir, ils pourront vendre et puis partir s'installer ailleurs et commencer leur vie, quoi. Mais excusez-moi, mais j'ai oublié un truc crucial. Excusez-moi, vous savez, vous, à 25 ans, vous avez encore envie de payer vous avez encore envie de payer un appartement? Moi, dans 25 ans, dans les 65 ans, dans les 70 ans, j'ai aucune envie de payer une location. J'ai aucune envie d'avoir un budget pour le logement. Et en fait, c'est ça qu'on oublie, c'est que souvent, quand on n'a pas acheté, arrivé à un moment où on ne peut plus acheter, et du coup, on est condamné à rester dans une location, et après, on devient un fardeau pour nos enfants. C'est ça aussi. Des parents qui nous disent mon enfant, c'est serré ce mois-là, est-ce que tu peux m'aider? On est obligé de t'aider, et c'est normal. Mais voilà, si eux l'ont pas fait, d'accord, mais nous, on a quoi comme excuse pour ne pas le faire? On a quoi comme excuse pour ne pas le faire? Qu'est-ce qu'on a comme excuse pour dire je n'achèterai pas? On le sait tous, vous le savez tous, on n'aura pas de retraite. On n'aura pas d'argent qui rentrera. Donc au moins le logement, il faut que ce soit enlevé. Et sur ça, on est clair. C'est même pas quelque chose auquel on va discuter. Même si tu rentres au pays, faut bien que tu manges. Tu vas faire comment si t'as pas d'argent qui rentre tous les mois? Il n'y aura pas de retraite. Moi j'ai 44 ans, il n'y aura pas de retraite. On sait tous qu'on n'aura pas de retraite. Donc si on ne veut pas acheter maintenant, on ne veut pas éliminer au moins ce budget de notre poste d'ici 25 ans, même si c'est dans 25 ans, c'est loin, hein. Il n'empêche qu'il faut que ça soit éliminé ce budget-là. Donc quand tu me parles de transmission, c'est pas que la transmission, c'est ne pas être un fardeau pour ses enfants. Parce que ça existe. Et ça, on sait ce que c'est que d'avoir des parents qui sont dans l'obligation de demander à leurs enfants. Personne ne souhaite ça. Personne ne le souhaite. Moi, je ne souhaite pas pour moi. Je ne souhaite pas pour mes enfants. Je souhaite pour personne. Donc, achetez. Que le logement ne soit plus un budget dans votre salaire, dans vos mensualités quand vous serez âgé. Je ne sais pas si j'ai été claire.
Ah non, c'est très clair. Je crois qu'on va résumer cette leçon. Acheter. Acheter. Ça me fait penser à l'émission sur, c'est quoi, c'est Danse avec les stars. Oui, j'achète. Ah ouais, là, tu nous as vraiment donné toutes les... En fait, c'est des choses quand même qu'on sait déjà, faut pas mentir. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, les auditrices, etc., les auditeurs d'ailleurs, je pense que c'est des choses, on sait très bien que l'immobilier, c'est une valeur sûre. On le sait très bien, et malgré ça, là, je pense que tu nous as quand même aidé à abattre les derniers freins qu'il pouvait y avoir dans nos têtes, etc. Et tu nous as donné surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu nous as donné de la perspective, de la vision. Et je crois que des fois, on en manque quand même. Et c'est ce qui fait qu'on passe pas à l'acte. Donc, merci pour cette vision d'Abla. Et tout est très, 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 très clair. D'accord. Bah, si c'est clair, vous avez compris qu'il fallait acheter. Oui. Effectivement. Bah, du coup, on a bien dépassé sur l'horaire habituel, hein, mais bon, c'est avec plaisir, c'est tellement passionnant. On va laisser donc d'Abla le mot de la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu veux souhaiter dire pour clôturer cette heure passée ensemble? Et ben, je souhaite simplement dire, je souhaite dire aux auditeurs que j'étais très content d'être là, déjà. Que moi, je suis fan de l'émission, donc voilà, quoi, j'ai envie de l'écouter. Donc pour une fois, c'était moi qui parlais, donc voilà. Et puis surtout, comme je vous l'ai dit, hein, il faut acheter. Voilà. Et puis surtout, n'ayez pas peur, hein, même si vous achetez et que vous êtes trompé, c'est pas grave. C'est au pire une expérience mauvaise, mais c'est une expérience qui vous fera grandir. Achetez quand même. Ne vous dites pas, je vais pas acheter. Tu vois, quand tu disais, j'ai acheté et en fait, ça s'est mal passé. Mais, ok, ça s'est mal passé, mais t'as gagné en expérience. Et puis même, t'as quand même acheté. Tu as quand même quelque chose que tu as. Bon, après, c'est difficile à revendre, c'est vrai. Mais, voilà, t'as acheté. Donc, voilà, c'est important. Moi, je donnerais mon mot de la fin, c'est que les 5 appartements de Dabla, ça nous cogne dans la tête. Donc, je me dis, mais moi, je veux être cette femme. Je veux être cette femme avec ses appartements. Et cette tranquillité, surtout, au-delà de dire, voilà, j'ai acheté 5 appartements, mais quand même la tranquillité d'esprit de dire que s'il m'arrive quelque chose, honnêtement, c'est vrai, à tout casser, je peux revendre mon bien. Je peux revendre mon bien. Et je crois que quand j'avais acheté, c'est le calcul que je m'étais fait, je m'étais dit, bon, ok, le truc, à l'époque, ça valait 200 000 euros. Là, il a un peu pris de la valeur. Je me dis, en combien d'années tu vas mettre 200 000 euros de côté, toi? En combien d'années va te falloir pour mettre 200 000 euros de côté? Donc, honnêtement, voilà, c'est des calculs, comme on dit, les calculs sont vite faits. Donc, voilà, si je vais un mot de la fin, je ferai comme d'avoir acheté. Acheter. Voilà, c'est dit. Donc, on va rendre l'antenne comme on dit. On vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez pris des notes. N'hésitez pas à revoir le replay de l'émission. On va bien vous imprégner du conseil, même si on a bien compris qu'il fallait acheter. N'est-ce pas, mesdames? Donc, nous vous souhaitons à tous et à toutes un très bon dimanche. Dans l'univers de la femme, de la mère et de la pro en antenne. Et bon dimanche à tous et à toutes. Bon dimanche.